Et bonjour pour cette nouvelle vidéo sur les cartes sur table. Aujourd'hui, on va parler de l'Orcana et notamment des derniers reveals du 7-8, le règne de Jafar. Tout de suite l'intro et on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve pour parler des nouveaux spoils sur le règne de Jafar. Alors, il y en a eu beaucoup tous les jours, il y en a vraiment beaucoup si vous suivez un petit peu sur le Discord ou sur les groupes Facebook. Donc, j'ai fait un choix. Je vais pas forcément parler des cartes communes, peu communes, et je vais pas forcément parler des rares non plus. La vidéo, vous allez voir, il va y avoir des time codes. Je vais parler des super rares, des légendaires, et après je vais parler des cartes qui vraiment m'intéressent, qui parlent des decks thématiques que soit je vous ai déjà présenté, soit je présenterai plus tard sur la chaîne, c'est-à-dire les cartes qui peuvent se rajouter dans l'archétype Shio, dans l'archétype de Cusco et dans l'archétype de Madrigal. Donc, sans plus attendre, on va parler des super rares. Donc, dans les super rares, en tout premier lieu, on a Jafar. Alors, Jafar, ça, c'est une carte qui, à mon avis, peut beaucoup plaire à Nikoko, qui lui a fait un deck Jafar, je le sais. Donc, c'est une 4-4 pour 5 qui l'aura 3, c'est plutôt cool. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte. Puis, vous en défaussez une. Si vous défaussez une carte personnage illusion de cette manière, vous pouvez la jouer gratuitement. Donc, la carte, pour moi, est folle, puisqu'elle permet, dans un sens, de pouvoir cycler le deck, et en plus de pouvoir jouer des personnages plus facilement, c'est-à-dire vous pouvez en jouer un par tour avec votre rank, et ensuite, grâce à son effet, la carte est excellente. À voir si elle sera jouée ou pas. Je sais qu'elle est disponible dans la nouvelle rareté qui va sortir donc sur l'Orcana. Ensuite, on a Lumière, donc dans La Belle et la Bête. Lumière, c'est une 4-3 pour 2 de l'or qui se joue pour 5. Donc là, on a un Alter 3, insaisissable, et surtout, en effet, chaque fois que l'un de vos objets est banni, ce personnage gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. En effet, l'archétype, donc Rubis, Saphir, c'est l'archétype avec Belle et la Bête, donc l'archétype se joue avec beaucoup d'objets, même s'il me semble qu'il y a eu quelques petits nerfs, il y a eu quelques petites errata avec des cartes qui ont été bannes ou qui ont été suspendues, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a Rhino. Alors, Rhino, c'est l'Alter survolté, donc une 4-3 pour 4. Ici, football allié, donc Alter 2, Laura 2. Et surtout, tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne résistance plus 2. Donc, là, j'ai du mal à voir. Peut-être qu'il y a sûrement des choses qui se jouent. Et étant donné que ce n'est pas forcément les couleurs que je joue, ambre acier, j'ai du mal à voir. C'est une 4-3. À la limite, vous pouvez aller attaquer, chercher une grosse unité adverse tout en gardant votre Rhino en vie. C'est sûrement l'utilité que j'en vois le plus. Ensuite, vous avez le petit Donald. Alors, le petit Donald, je dis petit, mais il coûte quand même 8, le coquin. C'est une 4-8 qui aura 2. Et ici, jouer ce personnage vous coûte 2 de moins pour chaque objet nommé la tirelire des neveux que vous avez. Donc, on imagine qu'on peut le jouer plutôt facilement. Et lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent inclinez-les, piocher une carte pour le reste de ce tour. Donc, c'est plutôt sympa, mais ça nécessite quand même un bon petit setup en jeu pour pouvoir en tirer profit. Donc à voir, encore une fois, c'est pas forcément les archétypes que je joue. Donc encore une fois, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, si vous l'avez déjà vu, j'arrive en tant que novice dans le jeu, c'est-à-dire je joue un petit peu par-ci par-là avec mes archétypes qui me font plaisir, mais je suis pas un énorme joueur, je suis pas la méta, donc j'ai du mal à voir dans les gros decks ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est pas moi, personnellement, c'est pas forcément la carte qui m'attire le plus. Ici, Gogo Tomago. Alors, je sais que ça, c'est un archétype qui se joue pas trop mal avec le Emerald Saphir, je crois qu'il y a le jet d'encre qui permet de faire des resets sur la réserve qui se joue en cet archétype-là. Donc, c'est une 3-3 qui aura 2 pour 4. Un Alter 4, insaisissable. Et surtout, si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité Alter, donc c'est tout l'intérêt, vous pouvez choisir un personnage et le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire, face cachée et épuisé. Donc, vous pouvez enlever une grosse menace de l'adversaire. Mais bon, vous lui donnez juste une petite ressource supplémentaire. Mais lorsque le personnage, on peut sortir ses gros boss monsters à 5, 6, 7, je pense pas que ce soit ce qui change grand chose de la petite encre supplémentaire. Ensuite, vous avez Mulan, donc ici, donc dans le deck Mulan avec Li Sheng, si je dis pas de bêtises. Donc ici, c'est une combattante, donc ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure et doit défier à chaque tour s'il le peut. Donc durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable, donc ça reste plutôt cool pour aller chercher les insaisissables adverses. Et en plus de ça, ce personnage peut défier les personnages redressés. Donc, vous l'aurez compris, tout l'intérêt, c'est d'avoir la priorité pour pouvoir aller chercher les plus grosses menaces adverses, soit en termes de lore, soit en termes de combo ou de dégâts.
Vous avez ensuite Ralph Lacasse, donc ici plutôt dans un deck pilote, on reconnaît cet archétype Rubis Ambre, Alter 5, donc une 7-5 pour 7, des grosses stats, pour 1 de l'or seulement, mais vous verrez que c'est pas forcément pour son lore qu'on le joue. Lorsque vous jouez ce personnage, et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte personnage pilote de votre défausse coûtant 6 ou moins. Si vous le faites, gagner un éclat de l'or. Donc on ne joue pas pour son lore brut, mais on le joue en tout cas pour pouvoir aller à l'aventure et pour pouvoir faire revenir depuis notre main tous nos personnages pilotes qui seraient plutôt intéressants. Et en plus, on va pouvoir un petit peu combiner tout ceci avec le petit gain de l'or. Ensuite, on a Jasmine. Donc Jasmine, on est sur de l'acier saphir. C'est un alter 2, c'est une 2-5 pour 4. Et ici, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, donc là, on l'or pour 1, regardez les 3 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte personnage allié et la placer dans votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc ça permet de cycler deck, de pouvoir un petit peu choisir ce qu'on va vouloir avoir à jouer pour les prochains tours. Donc c'est plutôt sympa. En plus, 2-5, on peut imaginer quand même qu'on peut faire son effet au moins 1 à 2 fois avant que ça se fasse trade par l'adversaire. Donc ça reste une carte qui pourrait être plutôt cool. Encore une fois, c'est pas forcément dans les decks que je joue, mais c'est vrai que c'est pas une carte déconnante. Je sais que dans le set précédent, il y avait eu justement la Jasmine et le Aladdin qui étaient sortis, qui avait un art comment on peut dire, qui faisait comme une fresque de haut en bas. Donc ça rentre dans ce type de deck, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup parce que de ce que j'ai vu, et on va voir par la suite, il y a quand même beaucoup de support pour ce qui est arrivé au set précédent, et c'est vrai que ça renvoie beaucoup aux cartes que j'ai déjà vues du set précédent ou quand j'ouvre le display. Ici, dans un autre monde, forcément, c'est l'archétype donc améthyste saphir, donc l'améthyste, l'archétype d'Elsa et de Anna. Et ici, donc, on a une chanson. Donc ici, pour 3, choisissez un personnage épuisé et placez-le dans la réserve d'angle de son propriétaire, face cachée et épuisée. Vous l'aurez compris, tout l'intérêt, c'est de pouvoir éliminer les grosses menaces de l'adversaire ou les personnages qui vont pouvoir mettre en place les combos. Ensuite, on a le Flynn Reader. Flynn Reader, donc c'est une 1-4 pour 4 qui l'aura à 3, plutôt cool. Mais chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi peut défausser une carte. S'il ne le fait pas, vous gagnez 2 éclats de l'or. Vous l'aurez compris, avec Flynn, vous allez forcément l'orer. Donc, votre adversaire, lui, va défier Flynn pour pouvoir pour pouvoir le bannir. Voilà, c'est le terme, j'ai pas envie de dire détruire, hein, c'est le terme, c'est bannir dans l'Orcana, c'est vrai. Donc, pour le bannir, et donc vous allez pouvoir faire au moins une fois son effet. Et donc l'effet, il est plutôt cool, puisque soit vous allez gagner 2 éclats de l'or, soit il va défausser une carte, sauf dans le très spécifique cas où il jouerait un deck Cusco qui lui permet que lorsqu'il doit défausser des cartes, qui lui permet de ne pas le faire. Voilà. Mais ça reste une carte. Moi, en tant que tel, j'aime beaucoup. Après, à voir dans la méta, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt fun. Pour les decks que moi je joue, c'est plutôt fun, plutôt thématique. J'aime beaucoup. Ensuite, vous avez Clochard, donc une 2-8 pour 6. Ça me paraît plutôt cher pour les stats d'attaque. Mais bon, en stats de vie, c'est plutôt correct. Après, il y a toujours la possibilité de faire l'Alter 4. Et durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez piocher une carte. Donc, vous l'aurez compris, là, tout l'intérêt, c'est de pouvoir aller lorer au maximum pour forcer votre adversaire à venir prendre les trades sur votre personnage de lore et donc de pouvoir piocher des cartes pour vous refaire une santé. Ensuite, vous avez le petit Hadès. Le petit Hadès, la 7 pour 7, vous avez une 3-6 qui aura 2 lorsque vous jouez ce personnage, à chaque fois qu'il a envoyé à l'aventure. Donc plutôt intéressant parce que dès que vous le jouez, son effet proc. Vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Plutôt intéressant puisque on sait que dans cet archétype améthyste rubis, il y a souvent des personnages avec beaucoup de points de vie et donc ça permet de pouvoir piocher sans toutefois créer un énorme désavantage. Ensuite, vous avez Maui, la 4-4 pour 6 qui l'aura 3. J'aime beaucoup l'art est magnifique. Pour le coup, j'aime beaucoup cette art. Lorsque ce personnage est banni, choisissez entre placer 2 dommages sur chaque personnage adverse, donc ça fait une petite mini-vrasse. Bannissez tous les objets adverses, petit reset notamment contre les decks belles et bêtes, et enfin bannissez tous les lieux adverses. Donc c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très polyvalent, ça permet de contrer à la fois les stratégies Swarm, donc le fait de jouer beaucoup de personnages sur son board, soit les stratégies objets, soit les stratégies avec des lieux. Je pense notamment avec le Jim Hawkins, etc. Je sais que c'est pas forcément joué, moi c'est un deck que j'aime beaucoup, mais donc j'aime beaucoup cette polyvalence, et à la fois de bonnes stats d'attaque et de défense, et ça leur a 3. La seule petit point faible, c'est que ça coûte 6, mais encore une fois, c'est une carte qui est ancrable, donc pourquoi pas, moi j'aime bien. Et enfin, la dernière carte de ces super que je vais vous présenter, vous avez la Reine de Cœur, donc une 2-3 pour 4.
plutôt faible en termes de stats vu son coût, mais ça alors quand même à 3, donc c'est plutôt costaud du moment que vous l'aurez au moins une fois. Et tant qu'il y a 5 personnages ou plus en jeu ayant au moins un dommage, ce personnage s'y gagne plus 3 de l'or. Plutôt correct, s'il y a des cartes qui permettent de mettre des dégâts, 1 ou 2 dégâts à tout le board, bah, c'est plutôt costaud, puisqu'après vous pouvez l'orer à 6. Donc j'imagine vous jouez la reine de cœur pour 4. Au tour 5, si votre personnage est trop expansif ou que vous avez beaucoup de personnages, vous optimisez les trades, ou vous faites la carte de dégâts qui permet de mettre un dégât ou deux à tout le monde, et là vous l'aurez à 6. Ça peut être costaud. Après, voilà, c'est un setup assez particulier. On a fini pour ces cartes super, on va passer aux cartes légendaires. Donc je vais un peu vite parce que je ne vais pas rentrer dans l'analyse de chaque carte parce que j'imagine, encore une fois, qu'en tant que débutant, si vous ne les aviez pas vus, si vous êtes débutant comme moi, ça permet de regarder. Mais je n'ai pas forcément l'expertise pour parler des cartes plus en détail, mais en tout cas pour voir un petit peu l'intérêt, parce que j'ai quand même l'habitude de jouer au TCG, donc j'arrive assez facilement à reconnaître une bonne carte d'une mauvaise, mais après, encore une fois, ça reste l'avis d'un débutant, donc par rapport au deck en l'état, peut-être que les cartes que j'estime être bonnes en l'état ne seront pas jouées, et inversement. En tout cas, dans les decks thématiques, pour l'instant, elles trouvent toute leur place, et dans les decks d'archétypes, comme on fait sur la chaîne, moi je trouve ça plutôt cool. Donc ici, on a Dingo. L'art est très beau, avec les petits pancakes là qui débordent un petit peu de la frame noire, enfin j'aime beaucoup, c'est vraiment plutôt joli. Donc ça leur a 2, c'est une 3-4 pour 4, et à la fin de votre tour, vous pouvez retirer jusqu'à un dommage de chacun de vos autres personnages. Redressez chaque personnage à qui vous avez retiré un dommage de cette façon. Ben, c'est plutôt cool parce que Dingo, c'est donc un nombre, ça se joue dans les decks où on voit beaucoup, mine de rien, de remparts ou de personnages qui vont avoir pas mal de points de vie, qui vont chercher à aller faire des petits trades, et donc grâce à ça, vous pouvez les heal et en plus de ça les protéger puisqu'ils seront redressés. Donc ouais, c'est une légendaire que j'aime beaucoup. Au niveau des stats, ça colle, hein, 3-4 pour 4 c'est correct. Et en plus, à l'heure à 2, je pense que ce sera sûrement une légendaire qui sera jouée à l'avenir. La fée clochette, c'est une 1-1 pour 2, stat classique et qui reste en plus ancrable. Insaisissable, ça on le sait, tout ce qui est archétype Peter Pan, dans la thématique de Peter Pan, c'est souvent insaisissable. Et chaque fois que vous jouez un personnage ayant 5 ou plus, vous pouvez l'épuiser pour gagner 2 éclats de l'or. Donc, alors si je comprends bien, c'est vrai que quand on joue un personnage, il faut qu'il sèche, mais il est protégé puisqu'il est redressé. Ici, on vous propose donc de l'orer à 2, mais vous devez l'incliner. Donc votre personnage sera sensible à une réponse sur le tour de l'adversaire. Je sais pas vraiment quoi en penser. Après, dans l'archétype rubis, dans cette couleur-là, on sait qu'il y a quand même des cartes avec de fortes statistiques d'attaque. Donc je sais pas trop. Là, autant par rapport au Dingo, je sais pas trop sur quel pied danser. Pourquoi pas. Ben, le Pinocchio, une 0,4 pour 4 avec 2. Alors Pinocchio, c'est vrai que de base, je suis pas forcément très fan de Pinocchio. C'est un dessin animé. C'est vrai que quand j'étais petit, j'avais très peur. Je sais pas, de tout ce qui est grand chemin, non, comment il s'appelle, le renard qui l'arnaque un peu, et le cocher, c'est vraiment des personnages qui m'ont terrifié. Donc ici, ne faisant pas un bruit, une fois durant votre tour, lorsque vous redressez ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Ouais, pourquoi pas, donc vous allez l'orer, vous avez une capacité qui vous permet de redresser Pinocchio, et vous pouvez piocher une carte, ça peut être sympa. J'ai pas plus de choses à dire que ça. J'ai du mal à voir avec quoi ça colle. Parce que Pinocchio, les cartes de Pinocchio, je sais qu'il y en a dans le set qui sont apparues. Mais sur les sets précédents, pour avoir feuilleté un peu, j'en ai pas qui me sortent, qui me viennent à l'esprit. Il y en a certainement hein, que j'oublie, mais ça me vient pas à l'esprit de suite. Ah, Lilo. Ben, Lilo, tout typiquement, dans Ruby, je sais qu'il y a aussi la légendaire de Stitch qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc ici, une 4-4 pour 5, au niveau des stats, c'est pas déconnant. Ça l'aura 2. Et durant votre tour, vous pouvez jouer ce personnage gratuitement si vous avez joué 3 actions ou plus lors de ce tour. Ah oui, c'est pas mal, mais ça nécessite vraiment d'avoir joué spécifiquement des actions. Ouais, mais que des actions, vous jouez Lilo. Là, honnêtement, c'est vrai que... Comme ça, je me dis, alors ça peut venir sur des gros tours, des tours où on a 5, 6, 7 ressources. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à voir la pertinence de ce premier effet. Et enfin, le deuxième, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et redressez-le. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. C'est pas forcément grave, puisqu'on sait qu'en Ruby, c'est souvent des personnages qui ont combattant qui vont servir à aller trade. Donc vous pouvez aussi optimiser les trades. Après, c'est vrai que ça peut être cool. Hein. Vous avez un personnage déjà sur le board qui va faire un premier trade. Vous jouez vos actions, vous jouez Lilo gratuitement, vous redressez le personnage que vous avez envoyé, soit à l'aventure, soit au trade, et vous le renvoyez en trade. Ça peut faire
un énorme tour. Après, à voir, ça demande quand même, je pense, pas mal de ressources. Et d'avoir une main assez conséquente, puisqu'il vous faut Lilo, et en plus de ça, il vous faut 3 actions. Donc, ouais, je sais pas. J'ai sympa, mais j'ai du mal à y croire. Bon, Ratigan, une 6-7 pour 8, c'est des énormes statistiques, ça coûte cher. Il est hors d'atteinte, donc il peut être trade seulement en défi. 4 de l'or, c'est énorme. Et à la fin de votre tour, si vous n'avez placé aucune carte dans votre réserve dans ce tour-ci, bannissez ce personnage. Ah ouais. Ouais, ok. Donc c'est vrai qu'en général, quand on arrive à... Enfin, en tout cas, moi je vois sur les parties que je fais avec ma compagne, quand on arrive vers ce nombre de ressources, 8, 9, 10, c'est vrai qu'en général, on leurre plus trop, enfin, on met plus trop de... Pas on leurre plus trop, mais on met plus trop de cartes en encre. Et c'est vrai que là, vous êtes un peu obligé de le faire, à voir si vous avez la possibilité quand même de vous refaire des mains assez facilement pour pouvoir pallier à ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec vu les stats que ça a et les statistiques de l'or, encore heureux qu'il y a quelque chose de plutôt pénible pour lui. Ah, Raya. Raya, ben, l'art est magnifique avec son épée, son espèce d'épée fouet. 5-5 pour 6 en termes de stats, c'est correct. En plus, ça s'ancre. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, elle l'or pour 2. Vous pouvez payer 2 ressources, choisir un autre personnage et le redresser. Ah, ben ici, c'est plutôt cool puisque ben, vous pouvez soit aller optimiser vos trades, soit aller l'orer 2 fois avec un autre personnage. Pour le coup, ça, je pense que c'est une très bonne carte. À voir si ce sera joué, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette carte, très amplement. Et c'est vrai que Raya, c'est un Disney que j'aime énormément, qu'on a beaucoup aimé avec ma chérie, et je suis très content parce que je voulais faire un deck Raya. Je n'étais pas forcément emballé par les cartes qui existent aujourd'hui sur Raya. Celle-ci, en revanche, je la trouve plutôt sexy. Le chef Bogo, donc ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Zootopia. Hein. Une 5-5 pour 6. C'est vrai que d'ailleurs, ce serait cool. Bon, après, c'est bien de le savoir, mais qu'en bas, ils mettent. C'est vrai que des fois, il y a les Disney où je me demande de quel Disney ça vient, même si j'en ai vu la plupart. Mais ce serait bien qu'ils le mettent. Je sais pas si vous aussi, ça vous le fait, mais pour juste être sûr. Mais bon, ici, je suis quasiment sûr que c'est Zootopie. Hein. Ou Zootopia, j'ai un doute sur le nom. Donc, pardon. Durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages avec rempart est banni, donc on sait que le rempart, il y en a pas mal en nombre, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Si j'ai une carte de personnage avec un coût de 5 ou moins, vous pouvez la jouer gratuitement. Sinon, replacez-la sur votre pioche. Ah, c'est cool parce que ça vous permet... Bon, après, votre adversaire, il est forcément obligé d'attaquer vos unités avec rempart. Mais ça vous permet de pouvoir rejouer gratuitement. Donc en plus, imaginons que la carte qui est révélée, c'est elle-même une carte rempart. Ça vous permet de la remettre et de gêner votre adversaire. Ouh, mais ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de plutôt pas mal à faire. Vous faites un deck avec beaucoup d'unités qui l'or, beaucoup d'unités qui ont rempart, et donc vous cyclez vos remparts, et vous gênez énormément votre adversaire pour aller chercher vos unités qui l'or. Ça, alors ça en méta, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, mais autant sur un deck thématique, justement un deck l'or rempart, je pense que ça peut être énorme, enfin ça peut être énormissime, très très pénible pour l'adversaire, j'aime énormément. Et après, c'est une 5-5 qui leur pour 1, donc souvent vous allez trade avec celui-ci. Mais il faut que votre chef Bogo reste en vie. Donc il faut le protéger au max. Et j'aime beaucoup cette carte. Hein. Ah, Mickey Mouse. Mickey, pour une 10-10 pour 10, c'est le gros ton, je crois, de... Pour l'instant, c'est la plus grosse carte en termes de statistiques qu'on ait vu sur ce set. Donc, Rempart, ben, justement, lorsque ce personnage est banni, infligez 5 dommages à chaque personnage adverse. Ok, donc c'est limite comme une vrase. Et votre adversaire, il est quasiment obligé d'aller le chercher, puisqu'en plus, ça l'or pour 5, ça va tout chercher, et ça Rempart, donc votre adversaire n'a vraiment pas le choix. C'est monstrueux. Après... C'est non ancrable, ça n'a pas d'alter, donc il faut trouver le moyen quand même de pouvoir arriver à 10 ressources. Est-ce que c'est jouable? Est-ce qu'il y a des decks opti en termes de rampe qui existent? Je crois que c'est la couleur pour rampe, c'est soit le bleu si je ne m'abuse ou le vert, mais je suis presque sûr que c'est le bleu. À voir. Mais celle-ci, autant je ne suis pas forcément convaincu. Vous avez Bambi. Ah bah tiens, Bambi, une 1-1 pour 3, donc en termes de stats, on va pas se mentir, c'est assez dégueulasse. C'est alors pour 3, par contre, c'est génial. Lorsque vous jouez ce personnage et gagnez 1 de l'or, donc vous le gagnez, c'est sec. Et lorsqu'un adversaire joue un personnage, renvoyez ce personnage ici dans votre main. Ah oui, donc en plus, votre adversaire peut même pas jouer une carte pour venir le chercher de suite, avec un effet comme charge ou autre. Je crois que c'est charge, vous comprenez, charge c'est quand on joue et qu'on peut aller trade directement. Vous protégez votre Bambi. Mais du coup, votre Bambi peut pas aller l'or. Donc à voir, hein, c'est... Il doit y avoir un truc avec ce personnage. J'ai pas la solution. S'il y a un combo qui existe avec Bambi que vous savez déjà en tête,
n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que je sais qu'il y en a d'ailleurs, je les remercie, ceux qui m'ont donné des conseils pour améliorer mon deck show sur ma vidéo, du deck show qui est sorti il y a un mois ou deux de ça. Je vous remercie, parce que je suis preneur de tous les conseils sur ce jeu, mais là j'ai du mal à voir. Et j'adore deck build en général, mais je vois pas forcément la combo. Ah, ben le Stitch dont je te parlais tout à l'heure quand il y avait la Lilo. 3-3 pour 3 en termes de stats, c'est plutôt bon. Ça alors pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire place la carte du dessus de sa pioche dans sa réserve d'encre face cachée et épuisée. Et forcément, d'aussi bonnes stats avec du lore, il faut bien le payer à un moment donné, donc vous permettez à votre adversaire de rampe. Et au début de votre tour, si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez défausser une carte ancrable, je crois que c'est ça, hein, une carte ancrable pour jouer cette carte-ci gratuitement et épuisée. Ok, mais donc vous la jouez, et donc vous permettez encore une fois à votre adversaire de rampe. C'est à double tranchant. Il y a sûrement quelque chose qui permet... Ah, mais après, vous pouvez très bien le jouer en Émeraude Saphir, et vous jouez la fameuse carte, le geyser d'encre, qui permet de reset les encres à 3. C'est plutôt sexy. Je vous la mets, la carte à laquelle je pense, parce que c'est la carte à laquelle je pense qui permet peut-être de réduire l'impact de Stitch pour votre adversaire. Ah, ben vous avez la réponse. La réponse là, c'est une 2-5 pour 5. Alors, je regarde juste mes notes, c'est vrai que celle-ci, je l'avais notée. Donc, elle est insaisissable et elle aura 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, donc vous gagnez 2 déjà, choisissez un personnage adverse qui ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. Donc, vous bloquez... Ah, mais du coup, vous pouvez complètement bloquer un personnage adverse puisque vous l'empêchez d'aller l'orer. Et en plus de ça, vu que réponse est insaisissable, vous l'empêchez également de venir chercher la réponse. Après, ça coûte 5 et il n'y a pas d'alter, donc ça se joue au tour 5, pas avant. Et il y a fort à parier que si vous n'avez pas l'avantage sur le board, c'est votre adversaire qui l'a. Ça a l'air pénible, mais qu'est-ce que ça donne dans l'état? Je suis curieux de savoir. Ouais, à voir cette réponse, mais c'est vrai que du coup, elle va bien avec le Flynn qui est également vert. Ouais, à voir. Je suis plutôt. J'aime bien. Pour l'instant, c'est vrai que sur les reveals du dernier set, j'étais pas forcément très très emballé par les cartes qu'on voyait. Autant ici, je trouve qu'il y a toujours un petit potentiel à chercher, un petit truc qui est plutôt intéressant, mais en tout cas qui fait réfléchir. Je crois qu'on a fini. Ben voilà, on a fini pour les légendaires. Maintenant, on va passer dès à présent pour les cartes qui me semblent être des bons atouts, et donc les cartes qui peuvent rentrer dans les archétypes et les decks thématiques, donc notamment le deck show que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc ici, une 1-4 pour 2 de ces bonnes stats de la part de Perdita qui l'aura 1. Et tant que vous avez un personnage show en jeu, ce personnage-ci gagne plus 1 en endurance. Donc elle passe de 1-4 à 1-5 et elle l'aura 1. Donc plutôt sympa, ça permet de faire comboter vos cartes show entre elles. J'aime bien, après c'est une commune, c'est pas une énorme carte, hein. Mais voilà. Ah, ici par contre, le colonel, j'adore. Pour 5, elle est ancrable, c'est une 3-6, ça l'aura 1. Tant que vous avez 3 personnages chauds en jeu ou plus, ce personnage-ci gagne plus 2 dégâts et plus 2 de lore. J'aime beaucoup parce qu'elle passe en 5-6, et les decks chauds, c'est souvent des decks swarm. On va en jouer énormément, il va y en avoir beaucoup sur le board, donc on est quasiment sûr que le colonel, quand on va le jouer, il va de suite avoir ses stats augmentées. Et j'adore cette carte, vraiment, et l'art, je le trouve très beau. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, le colonel... c'est donc le personnage un peu qui les sauve avec le chat dans les 100 dalmatiens. Mais puis l'art, je sais pas ce que vous en pensez avec les flammes, avec le palais de Jafar, c'est somptueux. Ici, vous avez Rolly, donc le chien potelé, c'est une 2-3 pour 4, plutôt cool, avec soutien. Donc lorsqu'il part à l'aventure, on donne ses dégâts à un autre personnage, qui va pouvoir aller optimiser les trades. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte personnage de votre défausse dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. On le sait, dans un deck show, on va énormément avoir de personnages qu'on va aller trade, qu'on va s'en servir pour aller lorer, que notre adversaire va aller chercher. Donc on va en avoir beaucoup en défausse. Au tour 4, il est quasiment obligé qu'on en ait au moins 1, 2 ou 3 dans la défausse. Donc son effet, il va rarement être fait dans le vide. Et puis au pire, vous le mettez en réserve, c'est pas bien grave. Le poste de télévision pour 3, donc c'est un objet, ça a commencé, vous payez 1, vous l'inclinez, regardez la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit d'une carte personnage show, tout l'intérêt c'est d'en avoir un maximum, vous pouvez la révéler, la prendre en main. Sinon, placez-la sous votre pioche. Donc pour 1, si vous avez pas grand chose à faire ou une petite ressource qui traîne, ça arrive, vous pouvez révéler une carte et la prendre en main, vous prenez le card advantage, ou alors vous cyclez votre deck et vous optimisez vos chances d'attraper vos personnages au tour d'après. Moi, j'aime bien, alors peut-être pas la jouer en 4 exemplaires, mais peut-être en 2, ça reste un bon support qui permet d'être plutôt cool.
Ici, une 0,2 pour 1 avec patch, donc c'est pas ancrable, mais en général, vous n'allez pas chercher à l'ancrer, puisque c'est hors d'atteinte, vous allez chercher à la jouer, ça l'or pour 1, et c'est surtout que tant que vous avez un autre personnage en jeu, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or. Et donc tout l'intérêt, vous l'aurez compris, c'est de forcer votre adversaire à venir les chercher et à perdre du temps sur sa course au lore, et à optimiser votre lore à vous. Après, à voir si on le joue beaucoup, parce que quand même 0,2, ça meurt sur énormément de tours 1. Ensuite, le show dalmatien, on le connaît, frétille de joie, une 2-3 pour 2. Vous pouvez avoir jusqu'à 99 copies de ce show dalmatien, frétille de joie dans votre deck. C'est juste un nouvel art. Voilà, on va pas revenir dessus, plus que nécessaire. Et Perdita ici, une super art, donc une 4-6 pour 6. En termes de stats, c'est plutôt costaud. Alter 4, donc on l'a vu, la première Perdita qu'on a présentée tout à l'heure, on va pouvoir le faire dessus, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça l'aura 2, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer toutes les cartes personnages chauds de votre défausse dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Et donc ça c'est plutôt cool, parce que c'est vrai qu'en général, les decks chauds, on avait souvent ce truc, alors je dis on parce que c'est un deck que j'aime bien jouer, même si c'est pas forcément extrêmement efficace, mais c'est intéressant parce que vous allez jouer beaucoup de chauds, et souvent vous allez vous épuiser, puisque vous allez quand même chercher à mettre une carte en réserve à chaque fois, et donc avec Perdita, tous ces chauds que vous allez jouer qui vont être trade par votre adversaire, vous allez pouvoir les recycler en mana, et un peu pallier au fait qu'en général, on perd, on perd cet avantage qu'on peut avoir, de par notre foot de board, on va perdre l'avantage des ressources, et ça c'est plutôt un petit peu contraignant. Et donc là on voit un petit peu l'archétype saphir qui s'illustre, le fait d'avoir des ressources en plus. On passe donc à l'archétype Cusco. Ici sur l'archétype Cusco, on a pour 3 une action, donc choisissez un personnage et envoyez-le dans la main de son propriétaire, gênez votre adversaire ou vous sauvegardez les vôtres. Moi c'est vrai que je préfère gêner l'adversaire. Ou placer une carte nommée abaisse le levier de votre défausse sous votre pioche pour choisir un personnage et le placer sous la pioche de votre propriétaire. C'est plutôt sympa parce que les cartes que vous allez pouvoir avoir jouées dans la partie, vous allez pouvoir les recycler, les faire revenir dans votre deck. Et en plus de ça, vous allez pouvoir prendre les personnages de votre adversaire et les mettre sous sa pioche, donc les faire, comme un bounce, mais vous le bouncez sous le deck au lieu dans la main, donc j'aime beaucoup. Après voilà, il faut avoir la carte abaisse le levier. Ensuite, vous avez Yzma. Yzma, c'est une 3-6 pour 6. En termes de statistiques, c'est plutôt moyen pour son coût en ressources, mais ça l'aura 2. Et c'est surtout que son effet, lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez une carte nommée abaisse le levier dans votre défausse, vous pouvez chercher dans votre pioche une carte nommée passeuse de levier là. C'est la carte qu'on vient de voir juste avant. Et révéler cette carte à tous les joueurs. Placez la carte révélée dans votre main, puis mélangez votre pioche. Donc vous l'aurez compris, tout l'intérêt c'est d'avoir la carte, d'avoir joué abaisse le levier, de l'avoir dans la défausse, de faire venir Yzma, de pouvoir tutoriser la carte passe le levier là, de la jouer, de pouvoir faire revenir votre abaisse le levier sous votre deck, et de pouvoir bounce un personnage de votre adversaire. Fait tout combote, et j'aime beaucoup ça, ça joue beaucoup sur le bounce, sur la défausse, sur le fait de piocher, sur le fait de défausser. C'est pour ça que j'aime beaucoup le deck Cusco. Après, c'est vrai que ça peut être un deck qui n'est pas facile à prendre en main, mais qui est plutôt rigolo. Justement, la carte abaisse le levier dont on parlait, choisissez entre piocher 2 cartes où chaque adversaire défausse une carte. Là, tout simple, vous prenez le card advantage. Si votre adversaire il a 5 ou 6 cartes en main, vous prenez plutôt vos 2 cartes en main pour avoir le maximum d'options. Mais si votre adversaire n'a plus qu'une, 2 ou 3 cartes en main, faites-le défausser parce que ça va être cornélien. Après, du coup, il va devoir se défausser d'une des cartes qu'il voulait garder. À la main, du coup, laquelle je me manque, laquelle je vais jouer. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup imposer à mon adversaire les choix. Et les choix cornéliens, c'est plutôt rigolo. Donc là, on a vraiment toute la combo. Et enfin, on a le Cusco. Le Cusco qui ici est une carte rare, Alter 4, donc c'est une 5-5. Heureusement qu'elle alter parce qu'elle coûte 7. Après, heureusement pour nous, elle est ancrable, elle l'aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le place sous sa pioche. Ensuite, chaque adversaire peut piocher une carte. Donc ça permet de bounce un personnage de l'adversaire sous son deck. Bien évidemment, s'il n'a qu'un personnage, forcément c'est celui-là qui bounce. Mais derrière, il peut piocher. C'est pas bien grave parce qu'on sait que c'est un archétype qui va faire défausser un maximum de cartes à votre adversaire. Et on va enfin finir avec l'archétype Madrigal. On va commencer avec Antonio. Antonio Madrigal, c'est une 2-2 pour 4. En termes de stats, c'est plutôt faible, mais on sait que cet archétype, c'est plutôt un archétype qui est là pour l'aurer et chanter au max. Il l'aura 2, et une fois durant votre tour, lorsque vos personnages chantent une chanson, décidément, vous pouvez chercher dans votre pioche une carte personnage coûtant 3 ou moins, et la révéler à tous les joueurs. Placez la carte révélée dans votre main, puis mélangez votre pioche. Donc c'est plutôt cool, card advantage, et ça permet d'aller tutoriser la carte de votre choix qui coûte 3 ou moins. Vous avez Bruno Madrigal, donc une 3-7 pour 7 en termes de statistiques, c'est plutôt résistant. Alter 5,
Donc ça, on sait qu'il y a les cartes Bruno qui existent déjà des sets précédents. Salor à 2. Et chaque fois que ce personnage chante une chanson, vous pouvez piocher une carte pour chaque personnage que vous avez en jeu. Alors là, on imagine que c'est excellent puisque vous allez pouvoir chanter votre chanson, vous allez pouvoir faire l'effet de la chanson, vous allez pouvoir piocher, prendre le card advantage, c'est monstrueux et vu ses capacités de lore, on n'ira pas lore si on a une chanson, vous imaginez bien qu'on va chercher ce fameux card advantage. Et la dernière carte de cette vidéo, une rare miraculeux et merveilleux, une chanson justement qui coûte 9. Et ici, à l'unisson 9, donc vous pouvez incliner jusqu'à un total de 9 de vos personnages, de vos coéquipiers, pour pouvoir chanter cette chanson. Et ici, pour chaque personnage ayant chanté cette chanson, piocher une carte et gagner un éclat de l'or. On imagine bien que si c'est Bruno qui chante, alors là, vous gagnez énormément en card advantage, c'est monstrueux. Voilà, en tout cas, pour finir cette vidéo, c'est vrai que je sais que c'est pas forcément mon expertise que vous recherchez, mais c'est plutôt en général la bonne humeur et cet aspect débutant. En termes de cartes, il y a plein de cartes qui me viennent à l'esprit, mais c'est vrai que les cartes qui permettent de renforcer les chiots, Cusco et Madrigal, je les adore. Vraiment, en termes d'art, j'ai regardé un peu, j'ai pu rattraper depuis que j'ai repris un petit peu l'Orcana depuis le 7-7, un petit peu les arts qui se font. Il y a de très beaux arts, mais alors sur ce set, franchement, je ne sais pas vous, mais sur ce set, je trouve que en termes d'illustration, il y a vraiment un travail qui a été fait, c'est magnifique. Regardez rien que cette carte, elle est vraiment, c'est somptueux. J'adore ce qui a été fait sur ce set, c'est vraiment magnifique et ça donne envie de jouer pour la suite. Et voilà, c'était assez pour les cartes sur table. J'espère que ces petits reveals vous ont plu. Il y en a plein d'autres qui a toutes les cartes communes, peu communes et rares. Je vous invite à aller les regarder sur le Discord ou sur le Facebook, sur les Facebook du jeu par rapport à l'Orcana. Vraiment, c'est vraiment excellent ce set, il me hype énormément. J'aime beaucoup. Voilà, c'était assez pour les cartes sur table et je vous donne rendez-vous à la prochaine.